Cette fois-ci. Bonsoir YouTube. Coucou. Ah non, pardon, Twitch. Bonsoir Twitch. Exactement. Bonsoir YouTube aussi. Bonsoir YouTube aussi, mais plus tard. Plus tard. En rediffusion. Exactement. Vous qui nous écoutez sur YouTube, sachez qu'on vous dit bonsoir, mais demain. Voilà. Mais que vous auriez pu nous regarder sur Twitch en live et que c'est vachement plus drôle. Exactement. Adrien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous sommes en 2006. La veille de Noël. En ce jour froid et triste, s'éteint dans le silence une légende dont l'ombre pèsera longtemps sur l'histoire française. Dans une triste maison de retraite de Colombes, bon, peut-être pas triste, en fait, j'ai pas trouvé d'image de la maison de retraite, oublié de tous, sans famille, Jacques Rosemary vient de pousser son dernier soupir. Sorti de prison 4 ans plus tôt, l'homme qui pendant des années regarda les Français droit dans les yeux pour leur demander de lui donner de l'argent pour lutter contre le cancer était méconnaissable. Le pauvre a connu toutes les épreuves, toutes les infamies, condamné à une lourde peine de prison et à une énorme amende, confisqué sa jolie villa de Bandol, confisqué ses 2 appartements parisiens, ses meubles, son bateau et même son petit compte en Suisse qui lui venait de sa maman. Il a été déchu de la Légion d'honneur et le conseil d'administration de l'organisation qu'il avait créée de ses mains pour lutter contre le cancer l'a même mis à la porte. Alors qu'il voit sa fin approcher, son nom et son visage devenus synonymes pour tous les Français de grand escroc, il n'a pas pu s'empêcher de se demander « Mais comment suis-je arrivé là ?» C'était parfait. Donc vous aurez reconnu Citizen Kane dans l'image. Hein. Et voilà de quoi nous allons parler. Jacques Rosemary, qui a inventé le charity business moderne en France et qui a fini déshonoré. Le scandale de l'Arc. Alors, mais comment on en est arrivé là, David ? On a un petit peu eu l'idée lors d'une visite de la Cour des comptes où il y avait on parle un petit peu de nos sources là, où il y avait ce joli petit... Où est-ce qu'on a trouvé toutes les informations pour vous dire tout ça ? On les sort pas de notre cul. Tout à fait. Il y avait ce joli petit fascicule qui était disponible sur l'enquête de l'Arc qui m'a attiré. Je vous conseille les publications de la Cour des comptes sur différents sujets, différents scandales. Il y en a un que j'ai sur les finances du baron Haussmann, par exemple, qui déjà à l'époque avait été contrôlé par la Cour des comptes parce que c'est un truc très ancien. C'est parfois un peu, comme on va dire, abrupt. C'est très comptable des fois, mais il y a des détails que vous trouverez nulle part ailleurs. Disons que c'est pas exactement des rapports, mais c'est des rapports de rapports en fait. Ouais, c'est des rapports de rapports à destination à la base à être interne à la Cour des comptes. Donc du coup, c'est bien écrit, mais il y a des petites blagues de commissaire de la Cour des comptes que tu ne comprends pas forcément de manière évidente si jamais tu n'es pas commissaire à la Cour des comptes. Et puis, néanmoins, c'est un point de vue très intéressant de voir l'humour qu'il y a à l'intérieur de ce truc très indépendant de toutes les autres institutions françaises. Il y a une autre source qu'on a trouvée un petit peu après. C'était un petit peu compliqué, en gros, de retrouver des articles de presse sur le scandale de l'Arc, parce que c'est un petit peu avant Internet ou au moment de l'arrivée d'Internet. Il y en a quelques-uns qui sont sympas, voilà, qu'on trouve online. Il y a des articles numérisés, mais c'est pas la majorité. Et en fouillant, j'ai eu la chance de trouver un monsieur qui vendait une centaine de coupures de presse sur l'Arc, sur Amazon de l'époque, que vous voyez en photo à côté du petit livret de la Cour des comptes. Et du coup, on a eu le bonheur d'enquêter un petit peu comme à l'ancienne, avec des coupures de journaux qu'on a fouillées. Cette personne nous a beaucoup facilité le travail. De faire une synthèse. Ouais, voilà. Et ça nous permet de nous replonger dans l'ambiance de l'époque. Les découvertes au fur et à mesure, ce qu'on savait à l'époque, et en plus on peut prendre un peu de recul sur ce qu'on sait maintenant. Oui, tout à fait. Et bon, sachant que les coupures de journaux s'étalent quand même sur presque 10 ans, je pense, voire un peu plus, si jamais tu comptes celles qui sont vraiment anciennes, genre la lettre de Rosemary au Monde. Oui, bref, voilà, donc le travail de ce monsieur était vraiment impressionnant. Oui, exactement. Peut-être nous écoute-t-il, je n'en sais rien. Je lui ai envoyé un message sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, dans quel contexte. Jacques Rosemary, qui c'était ? Il est ingénieur. Fils d'un industriel et qui est allé au lycée Michelet à Vanves
et qui a fait donc du coup une école d'ingénieur, forcément, l'école française de radioélectricité. C'est un nom qui me dit quelque chose, David. Est-ce que tu connais quelque chose sur l'école française de radioélectricité ? Alors voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles le profil de Cross-Marie m'intrigue depuis un moment, ça, et qu'on a l'un et l'autre des souvenirs de l'époque où il nous regardait droit dans les yeux à la télévision pour nous dire de donner de l'argent pour le cancer, quand on était tout petit. On voyait ça entre nos dessins animés, c'était chiant. Mais ingénieur de l'école française de radioélectricité, en fait, c'est l'ancien nom de l'EFRE, qui est l'école d'ingénieur que j'ai fait moi-même. Ça alors Mais tu as croisé des gens bien dans ton école. Alors, je n'ai jamais croisé Jacques Cross-Marie et il est... disons que l'EFRE ne se vante pas outre mesure de le compter parmi ses anciens élèves. C'est pas le pire d'ailleurs, mais bon, c'est pas de leur faute. Un homme qui a été chef de section administrative en 1948 à l'Office national d'études et de recherche aéronautique, qui a été adjoint au chef de la soufflerie du Mont Lachat en Haute-Savoie. Alors, pour commencer un petit peu par les trucs plutôt gentils sur Jacques Cross-Marie, a priori, c'est un ancien résistant. En tout cas, il l'affirmait, il n'y a pas de raison de ne pas le croire là-dessus. Il a été arrêté par la police allemande pendant la guerre. Il a fait 2 ans en Indochine, ce qui, moi, m'étonne un tout petit peu, parce qu'en fait, de mémoire, les tours de soldats en Indochine étaient de 30 mois, pas de 24, donc je suis un peu surpris qu'il soit parti plus tôt. Mais il n'y a aucun document que je peux trouver sur Internet qui explique ça, donc je ne me permettrai pas de l'accuser de lâcheté ou d'avoir été renvoyé. Et puis, on ne va pas aller trop dans le détail, mais on voit qu'il a navigué entre différents laboratoires du CNRS, différents postes au CNRS où il a eu des fonctions administratives élevées, on va dire, et la création de l'ARC, donc cette association qui rassemblait des dons pour la recherche contre le cancer. Il a navigué un petit peu entre ces deux casquettes et dans les années 70, ça a donné lieu à une première attaque, un premier problème qui a été révélé au public, qui est que globalement, il y avait un système de surfacturation où Jacques Cross-Marie, directeur de labo, faisait payer ses factures par Jacques Cross-Marie, président de l'ARC, factures qui étaient émises par des amis de Jacques Cross-Marie qui émettaient des doubles factures. Et étant donné que Jacques Cross-Marie intervenait aux 3 endroits, ça passait relativement inaperçu jusqu'à ce qu'il se fasse quand même pincer dans les années 70. Mais, il avait déjà commencé à préparer son système dans les années 70. Administrateur des laboratoires de primatologie et d'ultracentrifugation analytique. Je sens qu'il y a quelque chose de rigolo à dire là-dessus. Alors, de ce que je comprends, donc ce labo qui était, si je dis pas de bêtises, un labo de Villejuif et un labo de l'Institut où Jacques Cross-Marie bossait, qui était concentré sur la recherche contre le cancer, globalement, je crois que c'était qui contrôlait plus ou moins l'animalerie pendant un certain nombre d'années et que c'était une position de pouvoir à la fois pour être assez indispensable à tout un tas de personnes, pour pouvoir nouer des relations et puis pour pouvoir un petit peu faire une sorte de chantage en mode tu n'auras pas accès à l'animalerie ou à tel ou tel animal pour mener ton étude si jamais tu ne passes pas par moi. C'était aussi quelqu'un de sobre, qui n'avait pas de passe-temps trop cher. On est allé regarder sur sa page de Woozoo. Il a une petite section oui, parce que sa page de Woozoo existe toujours. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de voir. C'est sa page de Woozoo. Bizarrement, ne contient aucune mention des multiples condamnations ou des petits problèmes qu'il a eu avec la justice. Mais donc, il aime faire du ski, du tennis, de la chasse et de l'équitation. Oui, et il est membre fondateur de la Maison de la Chasse et de la Nature, et c'est quelque chose d'assez rigolo dans la mesure où pendant le procès, l'un des accusés qui va se défendre en disant mon client n'allait pas en Sologne, ne chassait pas, n'allait pas à Ibiza, comme preuve qu'il ne faisait pas partie du réseau de Cross-Marie. Ouais. Cross-Marie était très amateur de chasse en Afrique financée par l'ARC. Ça a été une partie des choses qui lui ont été reprochées. Et puis, comme on peut le voir, il est docteur honoris causa de l'université de Tel Aviv et de l'université de Charleston aux États-Unis. Il a pas mal, il y a eu une époque où il voulait vraiment se lancer aux États-Unis au fait de sa gloire. Il a commencé à faire des choses là-bas et ça n'a pas marché d'ailleurs. Mais il est docteur honoris causa, donc un docteur honoris causa, c'est pas un vrai docteur, c'est pas quelqu'un qui a un doctorat, quelqu'un qu'on a nommé docteur pour comme récompense
récompense pour service rendu, parce qu'il a beaucoup aidé la recherche, ce genre de choses. C'est un réseau, c'est un ensemble de trucs que font les universités internationales pour lubrifier la diplomatie entre services, ce genre de choses. C'est un titre honorifique, c'est un titre de docteur honorifique. Sachant que Krauze-Marie n'a pas arrêté de laisser planer un peu le doute et aimait beaucoup se faire appeler professeur alors qu'il n'était qu'ingénieur. Plus que planer le doute, même. Il présente sur sa carte de visite, il se faisait appeler docteur. Il usurpait pas mal l'autorité. Ce qui augmentait sa crédibilité auprès du grand public. Mais du coup, vous pouvez vous demander comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout scientifique de métier s'est retrouvé à ces hautes responsabilités au CNRS et s'est retrouvé à diriger un petit peu pendant quelques années. C'est à partir du CNRS qu'en fait il a tout obtenu. Donc comment il est rentré là-bas ? Eh bien, boum il est rentré là-bas. N'ayez pas trop peur, cette photo ne peut pas vous faire de mal. Voilà, quand tu es ministre de la 4ème République et que ton photographe te veut du mal, mais est très doué, ça donne ça. Je vous présente André Marie, qui était un ami de la famille de Jacques Krauze-Marie. Parrain, non, de Krauze-Marie ? Peut-être bien, il me semble de mémoire, mais bon, je ne sais pas, qui est un ancien ministre indéboulonnable de la 4ème République. Ah si, totalement déboulonnable. Il n'a pas arrêté d'être déboulonné. Juste, à chaque fois, il redevenait ministre immédiatement après. Il a été ministre d'absolument tout, de la médecine à la justice, à l'agriculture. Assez longtemps à la médecine, je crois. Assez longtemps à la médecine, je l'admets. Il a été très éphémère président du Conseil pendant un été. Donc c'est l'équivalent du Premier ministre de l'époque, le chef de gouvernement, le président du Conseil, en gros. Très éphémère, à peu près beaucoup de choses, parce que les gouvernements à l'époque n'arrêtaient pas de sauter. On est pendant la 4ème, et donc c'est un ami proche de la famille Krauze-Marie, et c'est lui qui l'a placé au CNRS. Le petit coup de piston. Il était de quel côté ? Quel bord ? Il était radical. Alors radical, de ce que j'ai vu, au vu des gouvernements auxquels il a participé, j'ai l'impression qu'il penchait plutôt vers la droite, mais pas sans doute beaucoup. Et puis on était à la les radicaux de gauche, centristes, droitistes. Alors pour André Marie, il penchait plutôt à droite, c'est-à-dire qu'il y a eu une session des radicaux, et justement lui était dans la session qui penchait plutôt vers la droite à l'époque de la 4ème. Par contre, Jacques Krauze-Marie lui-même a été candidat aux élections législatives en 58, donc il a eu aussi un intérêt et un début de carrière dans la politique qui n'a rien donné dans la mesure où il n'a pas été élu, mais il a tenté plusieurs fois dans les radicaux de gauche. Alors je ne sais pas si c'était avec le parrainage d'André Marie, qui lui était plutôt dans l'autre branche des radicaux, les Valoisiens on va dire. En tout cas, il va cultiver ses réseaux à tel point que Roger-Louis Cazalet, vice-président de l'Ordre des experts comptables et qui avait expertisé la comptabilité de l'ARC, donc un grand nom, déclarera les fonctions de contrôle de l'ARC pourraient inspirer le monde associatif en général. Quelque chose qui a mal vieilli. Voilà. Mais il faut un petit peu parler du contexte. Dans les années 70-80, surtout les années 80, on est vraiment dans le lancement de ce qui est devenu le charity business, qui a toujours eu des dons, des quêtes, souvent d'origine religieuse, mais qui se barbu, mais pas que. Mais on est dans un monde qui devient de plus en plus médiatique. Des gens lancent des appels, donc ce barbu qui se ferait... Sans doute un islamiste. Voilà. C'est l'abbé Pierre. Je me souviens vieux, mais il a été jeune. Il a été jeune. À l'époque où il a lancé son appel, en février 54, il ressemble à ça. Contre les sans-abri. D'aide aux sans-abri. D'aide aux sans-abri, tout à fait. Il va y avoir aussi des catastrophes comme la rupture du barrage de Malpasset qui vont commencer à passer non seulement dans les journaux mais à la télévision. Oui. Donc en gros, l'opinion publique va être... d'utiliser le mass media pour concentrer la charité sur certaines causes. Il va aussi y avoir des incitations fiscales qui vont aller dans ce sens-là. On va y avoir d'autres grosses campagnes de dons comme le Téléthon qui vont être lancées. Médecins sans frontières en 71 par Bernard Kouchner. Un peu plus tôt, l'ARC en 62. Mais l'ARC n'est pas du tout la première association qui va financer la recherche contre le cancer. Il y a déjà la Ligue contre le cancer qui est une association bien plus vieille. L'ARC et la Ligue contre le cancer vont un petit peu se livrer une guéguerre si peu. Dans les années 80, ils vont mener des campagnes ensemble, par exemple, et Jacques Krauze-Marie va tenter de voler, va même réussir, je crois, à récupérer la liste des donateurs de la campagne en question, et peut-être de la Ligue au passage, en ne partageant rien à la Ligue. Et ça, mais je pense qu'on en parlera plus tard, les campagnes comparatives. Ouais, alors... Il commence toujours en enrobant ça en mode... Tout le monde lutte contre le cancer, et c'est bien. Ouais, c'est nous, bien. C'est mieux. Mais voilà, mais nous, c'est mieux. Et
par exemple, il avance que la Ligue ne donne que 50% de ses dons à la recherche pour le cancer, alors que l'ARC en donnerait 70%. Bon, ça va venir beaucoup plus tard. Déjà, on va découvrir que c'était complètement faux, mais en plus, c'est assez malhonnête parce que la Ligue, c'est aussi une association de malades. Elle vise pas que à faire de la recherche contre le cancer, tandis que l'ARC... Elle fait de l'accompagnement, elle fait du soutien, elle fait du... L'ARC, c'est vraiment juste censé être là que pour la recherche. Voilà, l'ARC est fondé dans l'ombre du Centre de cancérologie de Villejuif. De Villejuif, tout à fait. Ça montre bien le côté extrêmement rapace de Jacques Rosemary, qui s'est mis à voir l'argent qui partait contre le cancer, mais pas chez lui, comme de l'argent qui lui était volé, limite. Exactement, ce qui est vraiment surprenant pour de l'associatif et pour quelqu'un qui déclare qu'il s'est lancé dans la recherche contre le cancer parce que sa fiancée est morte d'un cancer et donc qu'il voulait faire ça pour que ça n'arrive plus, pour que ce genre de choses... Il se présente vraiment, c'est un roi de la com. Du violon, excusez-moi. Ouais. Exactement. Et justement, l'ARC va mener plein pot ce jeu du charity business en 1960. Charity show business. Ouais, carrément. En 1971, ils vont organiser un match de foot avec l'équipe de l'OM contre l'équipe de Pelé, avec Brigitte Bardot qui lance le match. En 1975, donc 10 ans avant les Enfoirés, ils vont rassembler tout un tas d'artistes pour lancer un disque et rassembler des dons pour la lutte We Are contre the World le leur a tout pompé. Ouais. Alors je sais pas si les gens en question sont connus ou pas. Moi je les connais pas, mais j'ai pris ceux qui arrivaient. T'as choisi ceux qui sont à peu près qui ont survécu. Bon alors pardon, ils ont pas tous survécu physiquement, mais on se souvient à peu près de. Ok, j'ai pris les premiers de la liste. Bon, Julien Clerc, très surfait, on le sait bien, mais bon. Donc, dès 1976, l'ARC récolte chaque année 18 millions de francs. En 1990, ils sont à 90 millions de dollars. Ne me demandez pas pourquoi, là, j'ai trouvé les chiffres en dollars. Et entre 1990 et 1993, ils vont ramener 1,9 milliard de francs. Donc, 1,9 milliard de francs, ça fait, en 3-4 ans, ça fait de l'ordre de 600 millions par an. Donc ça fait une belle courbe exponentielle. Ouais, c'est comme le Covid. C'est assez énorme. Et en 1994, 50 millions de consommateurs les classent les plus... Alors qu'en 1994, il commence à y avoir un certain nombre de rumeurs, il commence à avoir mauvaise presse, etc. Donc ils sont peut-être pas à l'apogée, mais pas loin. Ça doit être 1993, j'imagine... Pas sûr. Enfin bon, on est proche de l'apogée, en tout cas en termes de dons. Et à cette époque, ils sont numéro 2 cas des associations que référencent 50 millions de consommateurs. Le premier étant le Secours catholique. Et la troisième étant la Ligue contre le cancer, qui bénéficie peut-être un petit peu de ce nouveau business de la charité et de la com que fait Jacques Rosemary. Toute la com que réussit l'ARC, forcément, entraîne de l'argent aussi vers eux. C'est d'ailleurs ce qui l'énervait. Et on va avoir toute cette professionnalisation d'autres associations qui vont employer des boîtes de com, l'ARC aussi. Genre, par exemple, quand à l'heure actuelle, on vous démarche dans la rue, qu'on vous demande de l'argent, les gens en sac à dos pour, je ne sais pas... qui te demandent un RIB. Médecins du Monde, disons. C'est des gens qui sont des professionnels, en fait. C'est pas des volontaires de Médecins du Monde. Généralement, c'est des gens payés par c'est des prestataires externes. Professionnels, ce sont des gens payés au SMIC, mais derrière la boîte de com qui organise le truc, eux sont des professionnels qui les organisent. Voilà, et ça date de cette époque, c'est pas forcément... Il y a du bon et du mauvais, c'est pas nécessairement tout noir, mais voilà. Alors du coup, comment est-ce que se passe le financement de la recherche ? Ça marche un petit peu dans le même sens. Il y a aussi un star system au niveau du financement de la recherche. Rosemary pose régulièrement avec des grands professeurs, des professeurs stars. Il augmente ce que l'on appelle le mandarinat en sciences. Le mandarinat en sciences, c'est des grands professeurs d'université qui vont concentrer un petit peu tous les pouvoirs, qui ont énormément de financement et qui, du coup, règnent en maître sur leur petit bout d'université. Généralement, sont pas les gens les plus sympathiques du monde, ni les plus qualifiés au final, mais ceux qui ont réussi à bien contrôler le truc, quoi. Une énorme opinion d'eux-mêmes, etc. Est-ce qu'il y a un certain hôpital à Marseille qui me fait penser à ça, je sais pas pourquoi.
Oui, on peut tout à fait penser à Raoult à ce niveau-là. C'est toi qui dis son nom, pas moi. En tant que mandarin. Après, c'est pas forcément. Il y en a aussi qui sont très, compétents. Hein. Mais en tout cas, c'est la concentration des pouvoirs dans le monde de la recherche et une forme de népotisme. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont tous les pouvoirs et qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais c'est un artefact de quelque chose qui se forme un peu spontanément dans la recherche parce que les gens ont besoin de stars, de personnages référents. On considère qu'il y a beaucoup moins ça maintenant quand même et que la recherche s'organise un petit peu mieux et différemment. Et il y a eu une volonté active du monde de la recherche de limiter le mandarinat. Justement, de décentraliser un petit peu, d'avoir des mécanismes de financement qui ne sont pas concentrés juste par une personne indéboulonnable ad vitam aeternam. Ça se passe à mon avis mieux maintenant qu'à l'époque de Krozmary, mais à l'époque de Krozmary on est en plein dedans et donc il pose avec des grands professeurs qu'il a été voir à l'époque où il était au CNRS et qu'il lançait l'ARC en leur disant il faut qu'on rassemble de l'argent pour la recherche contre le cancer, et il crée l'ARC avec l'accord de ces personnalités. D'ailleurs l'ARC au début est destiné juste à financer l'Institut de Villejuif et puis progressivement il va prendre de plus en plus de place. Ce qui va bien avec ce népotisme, c'est qu'on va se rendre compte plus tard que 25 à 50% des dotations de l'ARC sont gérées par Jacques Krozmary lui-même, en personne. Sans comité, sans qui que ce soit qui relie, c'est ce que tu me dis, c'est lui qui décide du jour au lendemain, il finance quelqu'un. Peut-être pas exactement du jour au lendemain non plus, non, mais pas loin. En tout cas, oui, c'est lui qui décide seul de qui va être financé. Puis on le verra plus tard. En gros, la plupart des gens qui bossent à l'ARC ne comprennent pas exactement le fonctionnement de l'ARC, ce qui est bien pratique pour Jacques Krozmary, et au final le fonctionnement de l'ARC très cloisonné. Très cloisonné, au final tout passe par Jacques Krozmary à un moment donné ou à un autre. L'ARC va aussi proposer une certaine gestion de l'administratif pour les chercheurs. Typiquement, des chercheurs vont envoyer directement leur facture à l'ARC qui va régler ça avec les prestataires directement pour eux, mais ce qui permet éventuellement des magouilles avec les prestataires comme ce dont je parlais tout à l'heure, la double facturation, surfacturation. Mais on comprend que du côté d'un chercheur, c'est cool de ne pas avoir à s'occuper de l'administratif. Et puis, ils vont faire, au niveau du financement de la recherche, tout un tas d'investissements à perte. Alors, il y en a certains qui se justifient, je pense. Ouais, on sait jamais quand on investit dans la recherche ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, mais là, ça va être des investissements à perte du style, il y a un institut qui est de Villejuif qui est dans les petits papiers de Jacques Krozmary. Ils ont un projet d'ouvrir, je ne sais plus, un nouveau bâtiment qui doit s'appeler le bâtiment Jacques Krozmary. Et puis ce directeur va partir et être remplacé par quelqu'un d'autre beaucoup plus hostile à Jacques Krozmary, qui ne va pas accepter de le nommer, que son truc soit nommé du nom du président de l'ARC. Et du coup, Jacques Krozmary va lui couper les financements, ce qui va arrêter le projet en cours dans lequel de l'argent avait déjà été investi, où il y a un institut de traitement au laser qui est très très mal préparé, où on vérifie pas que la théorie derrière a des chances de marcher. Enfin, il y a une volonté de se diriger globalement vers de la com dans les financements de la recherche, plus que de se diriger vers de la recherche. Andy dans le chat demande: mais c'est une assoce, il y a des limites à la concentration des pouvoirs, il doit y avoir un trésorier et accessoirement un CA probablement. Alors, oui, c'est une assoce. Les règles de fonctionnement des assos étaient plus flou à l'époque, on va le voir après. Néanmoins, j'imagine qu'il y avait un trésorier, mais il y avait une espèce d'ambiance de terreur autour de Jacques Krozmary. Le conseil d'administration, c'était des gens qui lui étaient redevables parce qu'il les finançait. Et globalement, tout le monde a validé ce qu'il disait. Toutes les dépenses avaient un vernis de vraisemblance, en fait. Je veux dire, ils investissaient énormément dans la com, mais à côté, la com rapportait une blinde. Ils faisaient des fausses factures, mais la sauce en elle-même, elle voit juste que la facture est partie. Elle voit pas que la facture est fausse. Il y a eu quelques tentatives de rébellion, en vrai. Oui. Mais alors soit c'était l'un des fondateurs qui devait pas être plus honnête que Jacques Krozmary et qui s'est fait mettre au placard chez l'un des prestataires de l'ARC, où il devait toucher une belle rémunération. Mais voilà, il y a eu une petite guéguerre interne où à un moment donné, il a tenté de prendre le contrôle de l'ARC devant Krozmary, de ce que l'on comprend. Et il y a une autre personne qui s'est fait juste éjecter de l'association. Et sans doute d'autres, mais il y a au moins ces deux-là que j'ai en tête.
Et puis, il va y avoir ce qu'ils appellent des comptes de laboratoire. Il y en a beaucoup, il y en a 1149, c'est la plupart des chercheurs qui sont financés à un niveau quelconque par l'ARC ont un compte laboratoire à l'ARC. Et le compte laboratoire à l'ARC, c'est un truc hyper pratique dans la mesure où normalement, dans la recherche, on est financé pour quelque chose de particulier. Genre quand il y a un crédit pour acheter de l'équipement, il ne peut pas être utilisé pour payer du personnel. Il y a souvent des procédures administratives qui sont assez complexes, qui passent par l'administration, du laboratoire, de l'université, ce genre de choses. L'ARC va fournir des comptes laboratoires aux chercheurs où ceux-ci peuvent piocher pour financer tout un tas de choses directement sans rendre compte à leur laboratoire et en ayant un retour absolument immédiat. Genre, ça va être hyper pratique, j'imagine, pour les situations d'urgence, les imprévus, faut payer une extension, la centrifugeuse vient d'exploser, il nous en faudrait une autre. Qui n'a pas cramé sa centrifugeuse un vendredi soir juste avant ta conf. Voilà, tout de suite. Et l'ARC fournit ce système qui est en vrai, donc il est pas mal critiqué dans la presse de l'époque, etc. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal comme système. Il y a pas mal de chercheurs qui aimeraient aujourd'hui avoir un contrôle qui soit... Confiance aux chercheurs est une bonne idée aussi. Ouais, plutôt a posteriori qu'a priori. Mais vous imaginez bien que si jamais c'est cumulé à du népotisme et au fait que les comptes laboratoires sont attribués à la gueule du client par Jacques Rosmarie, il y a un petit souci, derrière. Dans les autres trucs qui sont un petit peu plus ambigus et qui vont pas mal être critiqués dans la presse de l'époque, l'ARC va organiser ou financer un certain nombre de conférences assez dispendieuses dans des endroits potentiellement assez sympathiques et exotiques. Ça va mal passer. Je sais pas si c'est si choquant que ça, en vrai. Ça fait partie de la recherche scientifique, malheureusement. Ouais. Je dirais même pas nécessairement malheureusement. Pour moi, les conférences, ça fait quand même partie du monde de la recherche et c'est assez important pour échanger des idées. Ça joue un rôle qui est difficilement remplaçable. Bon, maintenant, on est en train de le remplacer un petit peu contrainte et forcée avec le Covid. Mais bon, personnellement, j'ai pas une vision si négative que ça. C'est une question de Après, degré. c'est une question de degré. Et je ne sais pas exactement quelles étaient les conférences que finançait Jacques Rosmarie. C'est sûr que si jamais il payait un mois aux Seychelles... à des gens qui ensuite allaient promouvoir l'ARC à leurs patients mourants... Andy me dit, c'est pas dans le chat, c'est pas pareil les comptes scientifiques comme on connaît nous et les trucs genre congrès de médecins. Ouais, sûrement. Enfin, bon, ça fait partie de la vie médicale quand même. Il y en a un peu, il y a des abus, mais bon, c'est pas non plus. Mais j'imagine que ça doit au minimum un petit peu jouer ce rôle d'échange intellectuel et j'imagine que c'est quand même plus une manière de comment sont organisées ces conférences que l'existence même des conférences, on va dire. Mais bon, ça c'était l'activité légitime en fait. Voilà. Techniquement, enfin, vaguement légitime. Ça, c'est ce qui fonctionnait bien, en fait. Ça, c'était les bons côtés. Parce que, vous l'imaginez au titre qui apparaît à l'écran, il y a eu du détournement de fonds. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que 27% des dons qui étaient consacrés à la recherche, donc les dons qui étaient énormes, plusieurs milliards sur 3 ans. 600 millions par an, à sur peu la près. Fin, ouais, 600 millions par an sur la fin. Seulement 27% qui sont consacrés à la recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ARC dépensait énormément d'argent dans sa communication. C'était de la communication de guerre en plus, c'était très intense, très efficace. Ouais. Et ça visait à récupérer d'autres contributeurs, principalement. ROI. Ils dépensaient de l'argent pour avoir davantage d'argent. Bon, ok, ça peut se comprendre éventuellement, mais 70% dépensés là-dedans contre 27% dépensés dans la recherche effective. Vous comprenez qu'il y a un souci. Et puis, on va se rendre compte aussi qu'il y avait des détournements massifs, entre 200 et 300 millions de francs qui ont été détournés entre 90 et 95. On va revenir sur comment et pourquoi. Et que ça se passait par le prestataire principal, International Development, qui était géré par Michel Simon, un ami, entre de multiples guillemets, de Rosmarie. Un ami à 300 millions de boules, c'est même un ami très cher. Alors, un ami à 300 millions de boules en termes d'argent détourné, mais les sociétés de Michel Simon ne vivaient quasiment que des contrats avec l'ARC. On va revenir là-dessus. International Development. Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est quoi cette charmante petite fille qui traîne un ourson plus grand qu'elle ? Parce qu'en fait, International Development faisait deux choses. C'était des vendeurs de jouets
Ils avaient des magasins de jouets. C'était une compagnie de magasins de jouets qui luttait contre le cancer. Et le principal prestataire de l'Arc, leur principale source d'argent, il y a eu 1 milliard de francs de contrats entre eux et l'Arc entre 1988 et 1995. Donc tout l'argent de l'Arc ne passait pas vers International Development, mais c'était assez massif. Ils étaient entourés d'une nébuleuse de sociétés et eux-mêmes faisaient 34% de marge, ce qui a beaucoup choqué à l'époque. Donc, en fait, pendant qu'on en discutait, tu m'avais dit ça m'avait pas choqué. Par exemple, en ce moment, on a le procès Big Malion qui n'a pas été jugé avoir des marges abusives à 27%. Qui était le prestataire principal du parti Les Républicains lors de la campagne et où beaucoup d'argent a disparu. Mais en fait, ensuite, je suis allé regarder un peu plus en détail et ce chiffre de 34% de marge cache des énormes différences entre certains trucs où ils prenaient peu de marge et d'autres où ils prenaient des marges complètement abusives de vendre. En fait, ils achetaient du papier chez un imprimeur, le double du prix, ils le revendaient le quadruple, l'imprimeur leur renvoyait des dessous de table. Enfin, le 34% de marge est en fait très énorme dans certaines de leurs activités. Que souvent ils faisaient pas grand chose quoi. Enfin le cas du papier. Big Malion qui est un prestataire d'événementiel où en gros la difficulté c'est pas seulement d'aller ensuite voir des sous-traitants, c'est aussi de dire aux traiteurs d'apporter tant de bouffe. Eux ils avaient généralement rien du tout à faire comme tu disais. Juste de transmettre l'ordre de l'Arc tel quel. À la fin, on va se rendre compte que le fichier des donateurs de l'Arc est possédé par l'une des filiales d'International Development. C'est normal. SQ2. Donc l'Arc est vraiment géré comme une entreprise. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont réussi à le récécurer ? Alors, ils ont réussi à le récupérer quand même, mais ils ont pas mal galéré. Il y a eu vraiment après la chute de Crozmarie, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas leur fichier de donateur. Ce qui est assez fou, quoi. Clairement, on se rend compte que Crozmarie faisait limite davantage confiance à International Development. J'espère qu'on vous a pas spoilé en vous disant que Crozmarie allait finir en tôle. Bon, du côté d'International Development, d'ID, il va y avoir aussi des détournements. Pas mal des dirigeants vont se faire des travaux. Il va y avoir énormément de cash en liquide qui va circuler dans tous les sens. On verra un petit peu comment après. Et Michel Simon lui-même va se faire rénover sa villa pour 7 millions de francs, par exemple. Vas-y, Adrien. Non, je veux dire, l'histoire des rénovations, on va en parler avec la villa de Crozmarie lui-même quand on y arrivera. Ouais, tout à fait. Jacques Crozmarie... Le grand Jacques. Il est beau. De son côté, va finalement être condamné pour seulement, entre guillemets, 10 millions de francs. 10 millions de francs de bénéfices personnels, en fait. De bénéfices personnels, exactement. Officiellement, il va se défendre en disant que c'est sa mère qui lui a légué énormément d'argent en liquide, qu'il ne faisait pas confiance aux banques. Sa pauvre mère. La fameuse défense Balkany. Il va y avoir le circuit de rétrocommission, entre guillemets, où des prestataires d'International Development vont payer Jacques Crozmarie pour du conseil, ce qui va lui faire un véritable salaire. On rappelle que techniquement, il est censé être bénévole il était bénévole à la tête de l'Arc. À la tête de l'Arc, mais il va toucher un salaire de, par exemple, 70 000 francs de consultant. Il a aidé à faire une étude contre l'impuissance qui impliquait de s'injecter un liquide directement dans la verge. J'ai la vision, tu vois, les mecs tellement riches avec tout l'argent volé, ils sont sur une table avec des liasses de billets, et puis tous les mecs bourrés autour lui disent « Allez, et pour combien de millions tu t'injectes ça dans la bite ?» et pendant qu'il est en train de se faire, ils se font « Ouais !» Allez, 10 000 par cheveux arrachés. 10 000, 20 000, 30 000. C'est possible, moi, à mon avis. Moi, je vois que ça. Il a aussi fourni une fausse étude à quelqu'un qui voulait savoir si on pouvait vendre du camphre en Inde, sachant que ça vient d'Inde, il me semblait, donc ça, c'était un peu zarbe. Alors, j'en profite pour faire une micro-parenthèse. C'est pas moi qui ai écrit ces slides, parce que Bandol, c'est à côté de chez moi, et c'est sans eux. My bad. La villa de Bandol, les travaux que va effectuer Jacques Crozmarie et donc que vont payer les différents prestataires de l'Arc, je crois qu'il y a 2 millions qui sont effectués sur son petit appartement parisien très sobre et très simple dans sa narration, et 4 millions de francs sur sa villa de Bandol. Et je crois, Adrien, que tu voulais nous parler un petit peu de sa villa de Bandol. C'est des travaux. Alors donc, la villa de Bandol, vous pouvez la voir à droite, la seule image qu'on ait réussi à trouver, licenciée par des Américains, dont il venait visiter les travaux au volant de sa Lamborghini Diablo. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier, en fait, disaient que ça les surprenait un peu de voir l'homme qui
leur demandait de donner de l'argent contre le cancer à la télé débarquait en Lamborghini. Ça n'allait pas trop avec son image. Dans l'Arc, il y avait beaucoup de travaux d'aménagement. Ils construisaient des nouveaux Welzel aux hôpitaux. Et du coup, les travaux de la maison de Crozemarie n'étaient jamais faits par des ouvriers locaux, mais par des ouvriers parisiens qui, des fois, prenaient l'avion pour aller repasser un coup de peinture. Et à chaque fois que Crozemarie, en fait, trouvait que sa petite maison sur la colline n'était pas assez bien, il venait rajouter quelque chose. Alors d'abord, ils sont venus installer une piscine. Ensuite, il a trouvé que sa piscine était un peu froide. Du coup, ils sont venus installer des panneaux solaires. Ensuite, il trouvait qu'il en avait marre de perdre le journal de TF1. Donc, il a fait rajouter un moteur sur son antenne télé pour qu'elle tourne toute seule. C'était des ouvriers en fait qui du coup venaient de Paris pour éviter qu'ils parlent avec les ouvriers locaux et repartaient direct, généralement immédiatement après avoir fait leurs travaux. Et tout ça était payé en liquide ou alors était rajouté aux factures des trucs qu'ils faisaient à Paris. D'International Development, ouais. C'est payé. Voire était payé en liquide par International Development. Néanmoins, Crozemarie, qui en fait était un homme bien, insistait pour payer un petit quelque chose des travaux, parce qu'il se disait que ça passerait sans doute mieux. Généralement, il payait un 20e, voire un 40e de la vraie somme. Ce que je trouve joli. Il va se défendre au procès en disant « Mais comment ça, c'est de ma faute si des gens payent pour moi ? Moi, je n'étais absolument pas au courant. J'étais naïf. Je pensais que ce que j'avais payé suffisait largement à couvrir les travaux. » Ce billet de 500 francs que j'avais posé sur la table, je pensais que c'était totalement... Et le truc plus glauque. Donc le procès va globalement... Pas grand monde n'aime Jacques Crozemarie et assez rapidement ça va devenir assez tendu entre lui et Michel Simon, et quand il va dire ça lors d'une confrontation avec Michel Simon va lui répondre assez vertement, ou va répondre à la présidente qui devait retranscrire les propos de Jacques Crozemarie assez vertement en disant mais comment ça vous imaginez que moi j'irais imposer à Jacques Crozemarie son personnel de maison qui travaille pour lui jour et nuit, et pour certaines d'entre elles essentiellement de nuit. Et c'est là qu'on arrive à un autre truc qui est sans doute la partie la plus glauque de l'histoire, c'est qu'on va se rendre compte lors du procès qu'il va y avoir deux très jeunes femmes, alors que... employées de lui. Jacques Crozemarie approche les 70 ans à cette époque, qui vont avoir... Elle, 18-19 ans. 18-19 ans, 20 ans je crois. Qui vont être payées par Michel Simon... pour, de ce qu'elles expliquent, passer leur nuit avec Jacques Crozemarie, et pour l'une d'entre elles qui ne s'attendait a priori pas du tout à ça. Alors le truc c'est que les mœurs de l'époque font que c'est pas du tout vu comme quelque chose de central dans le procès, mais ça a l'air encore loin de MeToo et extrêmement glauque. En fait, il y a autre chose, mais encore une fois, ça n'a pas été enquêté à l'époque. Beaucoup des commentateurs en fait qui le fréquentaient disent que dans son organisation de travail, il s'entourait uniquement de femmes jeunes et belles, au niveau secrétariat, au niveau tout ce qu'il pouvait engager comme assistant, quelque chose de très opaque, et qui faisait beaucoup de choses pour les impressionner tout le temps. Il y a plein d'actions qu'il faisait qui étaient pour passer pour plus influent auprès de ses employés féminins. Pour repréciser un peu le contexte, en gros, durant le procès, ça a été tourné façon emploi fictif à ses maîtresses. Bon, finalement, la nana n'a pas été condamnée parce que le tribunal n'a pas eu le cœur de la condamner au vu de la situation. Et en gros, en prenant la chose légèrement différemment, on pourrait considérer franchement qu'elle était plutôt victime dans ça se passerait de nos jours. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient sorties sur ce sujet-là dans sa vie privée et de ses deux employés. Alors, comment est-ce que Jacques Crozemarie va se défendre ? Il va mener un certain nombre de campagnes de com qui vont s'enchaîner. Donc, il va avoir avant le procès, en fait, une dépense publique, même bien avant que l'enquête sorte, pour le coup, quand on est plutôt au stade de rumeur sur certaines campagnes de com. Donc, il va se débrouiller pour que des chercheurs le soutiennent publiquement. Il va mener ses publicités comparatives pour essayer d'enfoncer la Ligue contre le cancer. Il va tenter d'utiliser toutes les voies légales pour annuler l'enquête qui a été D'ailleurs, effectuée. il a réussi une fois. Ouais.
Et puis, il va se défendre avec des discours qui sont, pour moi, un petit peu absurdes, du style il y avait 561 millions dans la trésorerie quand je suis parti. Vous avez déjà vu un voleur partir en laissant 561 millions dans la caisse ? Ah oui, non, mais c'est les mecs qui exterminent leur famille, tu sais, j'ai tué 3 de mes enfants, mais quand je suis parti, il en restait 5 de vivants. Vous avez déjà vu un tueur d'enfants en laisser 5 vivants ? Et puis, il va faire preuve, en quelque sorte, d'intimidation. C'est-à-dire qu'on va voir que son discours avec la Cour des comptes, donc il va mener son enquête, il les accueille en disant « Oui, je suis heureux de vous voir, bienvenue Cour des comptes, mais vous venez ici à ma demande express, bien sûr, et je suis sûr que des magistrats comme vous ne vont pas briser la légalité, sinon je serai en mesure d'interrompre immédiatement le truc. » Enfin bon, votre enquête. Ouais. Oui. Heureusement, Jean-Michel Cour des comptes n'est pas à se laisser intimider. Et il va y avoir sa défense pendant le procès. Donc si au niveau des prestations, donc ça c'était ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de s'être injecté un il produit a vraiment dans la fait verge, une étude de consultant en s'injectant des trucs. Alors c'est assez absurde, on n'imagine pas le président de l'ARC être payé 10 000 € par mois pour s'injecter un produit dans de la verge. Enfin, une compagnie pharmaceutique qui ferait appel au président de l'ARC l'utiliserait pas comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Le professeur Fourtillon s'insurge. Ça lui semble tout à fait crédible, ce genre d'études. Il va se défendre donc avec un discours autour de c'est un héritage, c'est ma mère qui m'a légué tout ça, elle était très discrète. Son petit compte en Suisse, elle s'en servait pour aller faire ses courses. Et puis il va aussi avoir un discours en mode vous comprenez, quand on fait de la prévention, c'est aussi de la recherche pour justifier le fait qu'on n'arrive pas du tout à ces 70% qu'il annonce en termes de recherche contre le cancer. Et puis pendant le procès, il va jouer au malade. Tout d'un coup développer des maladies exactement la veille des conventions. Selon la presse de l'époque, il va avoir un certain nombre de certificats de complaisance. Il va aussi être extrêmement arrogant. C'est-à-dire qu'on retrouve une méthode. Une citation, pas exacte, mais il se moque de la juge, en fait, en mode blablabla, blablabla, vous n'étiez pas présidente de l'ARC, pourquoi est-ce que vous dites qu'il y avait de la corruption ? Seul moi le sais. Enfin, mec, alors déjà blablabla, blablabla, pour parodier le discours de la juge, c'est violent. Et puis non mais j'admire énormément. Moi sérieusement, il faudra que vous me le rappeliez, mais le jour où je prends un procès, je vais venir avec une marionnette à l'effigie du ou de la juge et je ferai blablabla à chaque fois qu'elle parlera. Et puis bon, il y a quelque chose qui est très pratique pour Jacques Rosmarin, mais aussi pour Michel Simon, c'est Pascal Sarda. Pascal Sarda, c'est l'autre dirigeant d'Heidi, et a priori il était plutôt dirigeant de la filière jouets. A priori c'était un honnête vendeur de jouets. Un proche de Michel Simon, il était un petit peu plus jeune, c'était Michel Simon qui l'avait formé, etc. Et officiellement, au procès, c'est lui qui détournait tout l'argent. Pourquoi ? Parce que Pascal Sarda est mort en 1995, selon certains journaux de l'époque, dans des circonstances suspectes, mais ça revient pas beaucoup. Il est mort dans un accident de voiture. Et du coup, sa mort, qu'elle soit accidentelle ou non, était assez pratique pour les autres personnes impliquées, vu que ça permettait d'avoir un bouc émissaire qui pouvait pas nier et qui ne risquait pas non plus de les contredire. Oui. Quand même, je veux dire, les mecs volent de l'argent à des malades du cancer et ont une compagnie de magasins de jouets. Ils sont littéralement à 2 doigts d'être les méchants d'un film de Noël dont le héros est un chien. Du coup, on peut se demander comment est-ce que ça a démarré tout ça, comment est-ce qu'on est découvert, comment est-ce qu'on est arrivé à ce procès. Il y a eu 2 premières enquêtes, une qui date de 1976 et qui a été menée par la Cour des comptes, un contrôle des comptes du CNRS, mais le contrôle des comptes du CNRS les a amenés à s'intéresser aussi au passage à l'ARC, vu qu'il finançait un certain nombre de labos du CNRS, et à se rendre compte à l'époque qu'il y avait 50% des dépenses de l'ARC qui étaient hors recherche. Donc là, on est en 76, hein, on est vraiment très tôt par rapport à 93, 10 ans après la fondation de l'ARC. Même 96 quand finalement l'affaire éclate. Et puis en 1990, donc beaucoup plus près du procès, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, de Michel Lucas, qui va mener une enquête, mais qui va mener une enquête juste pendant 2 mois, parce que au bout de 2 mois, Jacques Rosmarin va leur intenter un procès sous prétexte
que l'IGAS ne peut pas enquêter sur un organisme qui n'est pas public, que l'ARC ne reçoit pas de donation de l'État, et donc qu'ils sont en dehors du spectre du domaine de compétences de l'IGAS. Et l'IGAS, même si ils vont se rendre compte qu'il y avait un problème avec les prestataires pas de de l'ARC, à ce moment-là, vont repartir la queue entre les jambes. Heureusement, arrive une de mes institutions préférées de la Ve République et même d'avant, la Cour des comptes. Et alors, est-ce que vous connaissez tous la Cour des comptes, les enfants ? Levez la main, ceux pour qui ce n'est pas familier. Vous avez besoin d'un petit rappel ? La Cour des comptes. Je lève la main. Allez. Merci David, je me sentais un peu seul. Donc la Cour des comptes, c'est une juridiction indépendante, très important, pensez que je l'ai écrit tout en majuscule, de contrôle des dépenses publiques à tous les niveaux. Indépendante au sens, elle ne dépend ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif. On est carrément dans quelque chose de constitutionnel, de séparation des pouvoirs. Alors ça a un sens précis, en fait, ce mot d'indépendance, qu'on va aller voir un peu en détail. Elle peut être appelée donc par le législatif ou l'exécutif, mais elle peut fournir des conseils, mais une fois qu'elle a fourni ses conseils, une fois qu'elle a fourni un rapport, elle peut être ni punie ni récompensée pour ce qu'elle a dit. C'est le cœur du truc. Et donc, elle a 4 missions, on va voir, donc c'est une seule de ces missions qui nous intéresse là-dessus, mais on va parler un peu en détail. Donc, elle juge les comptes publics. Ça, c'est un truc purement comptable, c'est même le cœur de leur activité. En gros, ils ont un ensemble de comptables chefs qui vont faire le tour et certifier à peu près 1000 comptes publics. C'est le seul endroit où ils ont droit de décréter des sanctions. C'est-à-dire qu'ils vérifient le bilan comptable. Est-ce que telle recette est bien dans la bonne colonne ? Est-ce qu'elle ne manque pas ? Si de l'argent qui est censé être là manque, ils peuvent donner immédiatement une amende au comptable public qui a fait son erreur dans son bilan, qui doit, de ses propres sous, re-remplir la thune qui manque. Ils ont un pouvoir très précis là-dessus. Et ils ont le droit aussi de décréter qu'un mec est comptable public de fait s'il a manipulé de l'argent public alors qu'il n'en avait pas le droit. C'est des décisions qui ont pouvoir juridique pour lequel on peut faire appel, mais alors il faut carrément aller directement devant le Conseil d'État. Ça arrive rarement. Mais en même temps, étant donné que les gens savent que ces comptes sont contrôlés, c'est très très rare des gens qui essayent de détourner de l'argent connement dans le bilan de fonds publics. Ensuite, ils ont une mission plus internationale qui est de certifier les comptes de l'État, de la sécurité sociale, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le but, c'est de donner confiance de la sincérité des thunes de l'État, déjà pour toute la France, mais avant tout, d'un point de vue un peu cynique, face à nos partenaires étrangers dont on dépend pour emprunter de l'argent au jour le jour. Parce que nous savons que l'État, pour se financer, emprunte de l'argent, émet des obligations. Pour ça, il faut qu'on puisse dire que nos comptes ne sont pas complètement fictifs. Et donc, il faut avoir un référent indépendant que l'État ne peut pas punir. C'est assez intéressant, les publications des comptes certifiés de l'État, parce que la France n'est pas si bien gérée que ça. Ils certifient les comptes de l'État chaque année, mais on peut mesurer la qualité de la gestion et le progrès au nombre de réserves qu'ils font au moment de publier. Donc, par exemple, cette année, la Cour des comptes a émis 4 réserves majeures. Alors, ils n'ont pas pu inspecter tel ou tel truc en personne. Cette année, ils ont de gros doutes sur la vérité des stocks de l'armée. En gros, ils pensent que leur valeur est surévaluée. Il me semble que l'année dernière, par contre, c'était à 6 réserves, donc il y a un progrès. Par contre, il y a des trucs qui sont beaucoup moins bien gérés et qui sont certifiés par eux. Par exemple, la sécurité sociale, entre 2019 et 2020, on passe de 16 à 22 réserves, et ils ont refusé de certifier plusieurs des activités de la Sécu, plusieurs caisses de sécurité sociale. Ils n'ont pas de pouvoir de punition ou sur ça. Ils peuvent juste évaluer, mais du coup, tu peux noter un ton très acerbe sur pas mal de choses, même s'ils sont toujours très prudents. Donc, c'est assez intéressant à regarder, même si les synthèses de ces publications. Ça donne un aperçu des finances de la France qu'on a rarement. Leur troisième mission, le truc que le grand public connaît le mieux, c'est évaluer l'utilisation de l'argent public. C'est le fameux rapport annuel de la Cour des comptes, très très large, avec énormément d'activités, que moi personnellement je ne manque jamais, parce que Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes jusqu'à très récemment, venait chaque année le commenter chez Quotidien, et c'était toujours très didactique, très amusant.
Didier Migaud, petit ange parti trop tôt, qui a pris sa retraite cette année, qui a été remplacé par Pierre Moscovici. Tu vas me manquer, mais tellement. Même personnellement, il y a 3 rendez-vous annuels que je manque jamais à la télévision française. L'Eurovision, la finale de Top Chef et Didier Migaud qui venait à quotidien. J'ai un grand manque dans ma vie. Bon, excusez-moi, je vais arrêter les blagues. Donc, ces rapports sont un très 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 grand exercice d'équilibriste. C'est-à-dire que, donc toujours pour une question de séparation des pouvoirs, ils ont absolument pas le droit de commenter les choix et les décisions faits par le pouvoir exécutif. Mais ils doivent évaluer si les résultats d'une politique publique sont à la hauteur des objectifs fixés, si les moyens mis en œuvre pour cette politique publique ont été faits de manière efficiente, efficace, et si les moyens mis en œuvre maintiennent une certaine égalité territoriale. Le truc sur lequel ils vont le plus se mouiller, mais alors attention, ils sont quand même extrêmement prudents, il y a des périphrases, ils vont formuler des recommandations pour rattraper des dérapages ou compenser des échecs d'application du truc. Et généralement, à chaque fois, ils se font malgré tout incendier par le pouvoir exécutif de quoi ils se mêlent, ce que personnellement je trouve extrêmement injuste. La Cour des comptes, en fait, n'hésite pas à dire quand quelque chose se passe bien. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent mal, beaucoup d'utilisations douteuses en France d'argent public des fois, et c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait du recul. Un exemple, dans le récent rapport de la Cour des comptes sur l'implantation des casinos en France était super intéressant. Le rapport a fait s'étrangler d'indignation sur Twitter Monsieur Partouche, une des plus grandes fortunes des casinos en France, parce qu'en fait le rapport pointe que les contrats d'implantation des casinos dans les communes sont rarement à l'avantage des communes, et que du coup il pointait la ville de Lille qui avait très bien négocié et qui, bien que le casino ait engrangé 100 millions de pertes cette année, a quand même touché un loyer qui n'est pas lié à l'activité du casino. En fait, que le casino tourne bien ou mal, il ne faut pas que la ville soit punie dans ses rentrées financières. Et Monsieur Partouche n'avait pas aimé. Et il y a plein de choses très intéressantes dans ce rapport, du genre j'y apprends que la France est devenue le pays d'Europe avec le plus de casinos par ville. Oui, on en est à 395 il me semble, et qu'à côté, tous les autres pays qui ont une politique de libéralisation des jeux d'argent financent eux-mêmes des études sur l'addiction au jeu, les conséquences d'implantation de casinos, les conséquences de l'accès plus facile du jeu, ce genre de choses, mais que la France n'en a pas fait depuis 1995. Je connais aucune autre institution qui fait ce genre de travail à long terme sur les politiques françaises, par exemple, et qui se permet ce genre de choses. Du coup, voilà, merci. Ça c'était ma parenthèse sur les missions de la Cour des comptes, ils sont déjà très occupés. Ils ont une 4e mission, celle qui nous intéresse, contrôler l'utilisation de l'argent public. Donc partout où de l'argent public va être engagé, la Cour des comptes a le droit de venir mettre son nez pour s'assurer de la régularité et de l'efficacité de la gestion. Pour ce faire, je vais citer leur site internet, elle contrôle l'État et ses opérateurs, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons, ainsi que les établissements et services médico-sociaux, et les cliniques privées. Ces observations-là, contrairement au rapport annuel, contrairement à la certification des comptes, n'ont pas forcément vocation à être rendues publiques. Elles vont être confiées à la personne contrôlée, parce qu'on suppose qu'ils sont de bonne foi, et à leur autorité de tutelle. Et donc, l'indépendance de la Cour des comptes. En fait, l'indépendance de la Cour des comptes, comme je vous l'ai dit, est assurée par la séparation des pouvoirs. Et donc, ça veut dire quoi dans les faits ? Ça veut dire dans les faits que la Cour des comptes a son propre pognon, qu'elle gère, son propre budget, que seule la Cour des comptes contrôle. Alors ensuite, il y a des gens qui vont venir surveiller tout ça. Mais c'est ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif qui peut mettre son nez dedans. Le président de la Cour des comptes est nommé par le pouvoir exécutif, on est parfaitement d'accord, mais ensuite il est nommé à vie jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il ne peut pas être viré. Généralement, du coup, ça va être choisi parmi des personnalités, je ne vais pas dire neutres politiquement, mais reconnues à gauche comme à droite pour leur indépendance. Philippe Séguin, par exemple, était un choix plutôt consensuel, était reconnu pour avoir une certaine indépendance à l'intérieur du RPR. Didier Migaud était un peu la même chose. Pierre Moscovici, qui rentre d'Europe, aussi a été un choix plutôt consensuel.
David, tu as des doutes sur ces gains? Non, je pensais plutôt à Moscovici, où ça m'étonnait un petit peu plus que ce soit consensuel, mais en fait, pourquoi Moscovici, plus ou moins consensuel, parce qu'il n'était pas ministre depuis longtemps, il a été commissaire européen, donc il s'occupait de trucs où il devait déjà être neutre, il était un choix raisonnable. Il a été patron du PS aussi pendant un moment. Il a été patron du PS, mais... C'est juste ça, mais ceci dit, ce gars aussi a été patron de son parti. C'est pas magique, hein. Il garde tout le monde, on soupçonnera toujours qu'ils gardent un certain attachement à leur famille politique d'origine, mais c'est un truc que tu fais quand globalement ta carrière est terminée, que t'as plus d'espoir d'un poste politique majeur. Ensuite, ils ont un réseau de juges qui sont nommés spécifiquement à l'intérieur de la Cour des comptes et ils peuvent engager des experts. Et dernier truc, en fait, comme je vous ai dit, il y a des missions extrêmement importantes de la Cour des comptes pour lesquelles on a des pouvoirs étrangers qui vont nous regarder avec sérieux. En fait, la Cour des comptes et les différents équivalents internationaux se contrôlent entre eux. Donc récemment, on a le National Audit Office britannique qui a mené un audit complet des activités de la Cour des comptes en 2020, qui a donné un bilan satisfaisant avec quelques pistes d'amélioration des inefficacités qui ont été remarquées. Et de même, la Cour des comptes audite des pays étrangers à leur demande pour ce genre de choses. Et du coup, voilà l'institution qui s'est retrouvée à enquêter sur l'ARC. Alors, la Cour des comptes, donc, enquête sur des organismes publics, comme tu viens enquêtait. Ouais, comme tu viens de nous l'expliquer. Or, le souci, c'est que l'ARC est une association et on l'a vu précédemment, ne reçoit pas d'argent de l'État. Du coup, ça a été un petit peu compliqué pour la Cour des comptes de pouvoir enquêter sur l'ARC. On verra à la toute fin d'où c'est parti exactement. Il y a eu plusieurs tentatives entre 89 et 91. Donc, on est dans un contexte où on est post les lois d'amnistie du financement de la vie politique de 88, si je dis pas de bêtises. On est dans un contexte où ce charity business dont on parlait au début s'est fortement développé sur la dernière décennie, voire les 2 dernières décennies. Il y a eu pas mal de scandales de financement de la vie politique. Il y a eu pas mal de rumeurs sur le financement de certaines associations, en particulier de l'ARC. Donc, c'est dans l'air du temps qu'il y ait un contrôle. Et entre 89 et 91, la Cour des comptes va tenter plusieurs fois de contrôler l'ARC avec plus ou moins de succès. Ils se posent pas mal de questions. Par exemple, ils ont peur d'être accusés d'ingérence dans le privé, sachant que c'est pas censé être leur mission. Ils ont peur aussi de jeter un doute sur le monde associatif et en particulier sur le monde du don, de réduire la quantité de dons du public, sachant que ça devient de plus en plus quelque chose d'important dans le fonctionnement global de la vie publique. Alors, certaines personnes pourraient considérer que c'est malheureux et qu'on institutionnalise le fait que l'État se défausse sur de l'associatif. Vas-y. Andy Fourbe nous demande, mais comment Al justifie ça? On sait. Il justifiait quoi? Bon, donc tu nous précises ta question, s'il te plaît. Oui, je sais pas non plus. Du coup, Et puis, un autre truc qui va bloquer ces différentes tentatives et qui va être important, ça va être le monde associatif va tenter de s'auto-réguler en proposant une charte déontologique des associations appelant au don. Et finalement, l'ARC ne sera pas signataire de cette charte déontologique. Voilà. Et donc, ce qui manquait, c'était une loi. Ça va échouer plusieurs fois. Et puis finalement, en 91, il va enfin avoir la loi qui va permettre ces contrôles. Donc, elle est assez courte. Tout organisme ayant fait appel public à la générosité, au sens de la présente loi, établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses lorsque le montant des dons constaté à la clôture de l'exercice excède un seuil fixé par le décret. Fixé par décret. Alors, faut préciser que cette dernière petite partie excède un seuil fixé par décret. C'était pas dans la loi de 91. La loi de 91, elle s'arrêtait là. C'était quels que soient les dons que tu as reçus. Voilà, tu dois tenir ce compte des dons dépensés et de leur affectation. Un compte d'emploi annuel des ressources. Ça, c'est une loi de 2015 où ils ont voulu rajouter un seuil. Et la petite blague, c'est que Hollande. Ce seuil
n'a toujours pas été fixée en fait. Donc si jamais vous vous renseignez sur cette loi à l'heure actuelle, vous allez voir sur internet un truc en mode bon bah il y a un seuil, on sait pas combien c'est, du coup vu qu'il n'y a pas de seuil pour le moment vous n'êtes pas obligé, mais attention hein, c'est que temporaire, donc faites un compte annuel des ressources collectées auprès du public quand même, parce qu'il va y avoir un seuil bientôt, et apparemment il n'y a toujours pas eu de seuil de fixé depuis ce temps, je rajoute ça pour la blague, mais donc cette loi après pas mal de périspéties va arriver en 91, et puis la Cour des comptes va mettre un petit moment à se lancer effectivement dans le contrôle d'associations. La première association qu'ils vont contrôler, ça va être les missions africaines de Lyon. Donc l'unique trace de ces missions africaines, c'est cette que j'ai trouvée, c'est cette photo qui fait vraiment très colonialiste, ouais. À peine. Ouais, bon, ceci dit, je pense que la photo est assez ancienne. Bon, ça va être un échec parce que c'est une mission religieuse et la Cour des comptes va conclure que c'est pas leur mission, qu'ils sont pas compétents pour juger du coup des comptes de cette association. Et puis, ils vont se lancer dans le contrôle de deux autres associations, le Téléthon et l'Arc. Le Téléthon, c'est hyper médiatique. Là, grosse campagne d'appel aux dons à la télévision, ce genre de choses. Et puis, de l'autre côté, l'Arc qui était déjà fortement suspecté depuis 91, l'enquête de l'IGAS. Mais ils vont y aller doucement, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont extrêmement peur d'un ratage, d'un nouvel échec qui limiterait la capacité de la Cour des comptes à se lancer dans ce genre d'enquête dans le futur, vu que la première enquête a été un échec. C'est contester cette nouvelle compétence de la Cour des comptes. Ils ont aussi peur du tarissement des dons, c'est-à-dire... De jeter de l'opprobre sur les dons et de couper le robinet. Tout à fait. Ils ont aussi peur de l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on est loi de moralisation du financement de la vie publique, et ils ont un petit peu peur d'être instrumentalisés par un parti politique pour en attaquer un autre, sachant qu'il est fort probable dans leur esprit qu'il y ait du financement politique. L'argent est servi à financer des partis. Derrière tout ça. Et puis, le cadre légal est flou, ils n'ont pas de jurisprudence, c'est tout nouveau, donc ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont le droit de faire. Je vais répondre à la question d'Andy tout de suite. On ne savait pas quand le faire. Andy nous demande si ils ont trouvé de la merde sur le Téléthon. Et la réponse est non. La réponse est pas grand-chose. Voilà. Ils ont trouvé que la sauce avait grandi beaucoup trop vite. Certains trucs n'étaient pas gérés de manière très rationnelle et que du coup, il fallait s'organiser un petit peu différemment. Mais il n'y avait rien qui était absolument comparable à l'Arc. Au contraire, c'était... on va dire, le fonctionnement normal de ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire des experts qui donnent des conseils. Ouais. Et sachant que c'est un très bon contraste que forcément, quand tu regardes en détail une association tenue par des gens qui s'y connaissent pas, tu vas trouver des trucs douteux, mais tu vas pas forcément trouver de l'enrichissement personnel à la taille que faisait l'Arc. L'Arc, c'était une pompe à fric immense au profit de Crozemarie et de ses amis. Le Téléthon, c'est ils ont fait des petites erreurs et ils reçoivent des conseils de la Cour des comptes qui justement en plus est là pour ça. Voilà, exactement. Mais il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se réjouir que ces associations sont contrôlées. Il y a une petite citation que je trouve très sympathique. Les associations telles que l'Arc sont désormais soumises au contrôle de la Cour des comptes. Je me réjouis de cette décision car les hauts fonctionnaires de ce corps sont des fonctionnaires d'élite. Adrien, le chat, est-ce que vous avez une idée de qui vient cette citation ? Ça, attends, il faut un étatiste. On est en 91. Ouais, 91. Jacques Chirac lui-même ? Non, Balkany. Presque. Jacques Rosmarie. Jacques Rosmarie, en gros, ne voit pas ça comme une grosse menace. Le contrôle de la Cour des comptes, il a déjà vécu le contrôle de la Cour des comptes précédente du CNRS, et il va essayer de tourner ça à son avantage, c'est-à-dire qu'il va présenter ça dans les médias comme étant quelque chose qu'il a lui-même demandé, ce qui n'est pas le cas, donc il a tout ce discours... Indirectement, si, avec la citation qu'on dira à la fin, c'est lui qui l'a demandé. Il a tout ce discours en mode je les ai invités pour que vraiment ils prouvent que tout se passe bien, etc.
Et donc, les 2 inspecteurs de la Cour des comptes qui vont débarquer dans un petit bureau au milieu des bâtiments de ville juifs, et ils vont découvrir une ambiance absolument merveilleuse. Avec de sympathiques espions, c'est-à-dire des personnes qui vont être mandatées par l'ARC pour les suivre un petit peu partout où ils vont, pour les aider à comprendre le monde de la recherche, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait toujours quelqu'un avec toi pour t'aider à comprendre le monde de la recherche. Non, parce que ça me rappelle un petit peu quand tu vas visiter la Corée du Nord en tant que touriste. Exactement. Ils vont découvrir un Jacques Rosmarie entouré d'avocats qui vont un petit peu les envoyer chier au début et puis qui, à la fin, seront leurs seuls interlocuteurs, vu que Rosmarie et les autres vont plus ou moins refuser de leur parler sur la fin. Ils vont découvrir de très joyeux militants, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à débarquer dans une ambiance un petit peu... C'est militant, c'est associatif, c'est des gens enthousiastes de lutter contre le cancer. Voilà, volontaristes, des gens qui font un petit peu des choses ensemble, qui sont passionnés par ce qu'ils font et pas du tout. Ils débarquent dans une boîte terne, perdue au milieu de cet hôpital, avec un chef bienveillant par qui absolument tout passe, Jacques Rosmarie, qui contrôle absolument tout, et des subalternes qui sont absolument terrorisés, même les espions de Jacques Rosmarie qui vont les accompagner un petit peu partout, qui vont les accompagner quand ils vont aller visiter les labos au bout d'un moment, vont être à certains moments extrêmement mal à l'aise face aux gens de la Cour des comptes. D'ailleurs, les visites de labo sont relativement rigolotes, vont donner lieu à des choses assez sympathiques. Les 2 inspecteurs racontent le moment où ils sont perdus dans une université. Ils veulent trouver un professeur qui est financé par Jacques Rosmarie pour l'interviewer, lui poser des questions. Et impossible de trouver son labo, on imagine ça. Et d'un seul coup, ils tombent sur un amphi et ils voient le nom de l'amphi, Amphi Jacques Rosmarie, et ils se disent ok, c'est bon, le professeur est dans le coin, et en effet son bureau était 2 étages au-dessus. Il fallait prendre l'ascenseur Rosmarie et tourner à droite dans le couloir Rosmarie, et ils étaient direct. Du coup, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? Déjà, le premier truc, c'est qu'ils vont aller voir l'IGAS, donc qui avait mené cette première enquête qui avait échoué. Vous imaginez le vieil inspecteur de l'IGAS alcoolique dans son bureau qui a été renvoyé à la pré-retraite et qui a gardé le dossier secret sous son bureau. C'est un petit peu ça, sachant qu'en plus il va y avoir des histoires de fuite dans la presse, du rapport de l'IGAS. Il va y avoir aussi apparemment une petite guéguerre. Dans le petit bouquin de la Cour des comptes, les 2 inspecteurs donc, qui racontent tout ce qu'ils ont fait tiennent vraiment à dissiper, semble-t-il, les rumeurs. Alors je ne sais pas ce qu'il en est réellement, de guerre entre la Cour des comptes et l'IGAS, parce qu'apparemment il y a certains journalistes qui ont affirmé que globalement la Cour des comptes avait un peu volé le boulot de l'IGAS et s'était approprié le boulot de l'IGAS. Donc ils insistent beaucoup en disant non, on a fait ça en concertation, on a été les voir, ils étaient d'accord, machin. Bon, ils ont récupéré en quelque sorte les bénéfices de l'enquête de l'IGAS, c'est assez clair, mais apparemment l'IGAS ne pouvait plus rien faire et ils étaient bien contents Ils avaient bien envie de laisser de faire tomber Rosmarie quand même. Ils avaient trouvé quoi, eux, l'IGAS, déjà ? Alors, ils avaient trouvé le système de double facturation. Non, pas le système de double facturation, le système de rétrocommission en quelque sorte. Ils avaient trouvé le fait que les prestataires de l'ARC, ID, s'enrichissaient fortement et vraisemblablement devaient refaire venir de l'argent, mais ils n'avaient pas trouvé exactement comment ça se passait. Mais globalement, ils savaient qu'il y avait un truc de louche au niveau des prestataires et qui touchait beaucoup trop d'argent. Et du coup, les 2 inspecteurs de la Cour des comptes vont vouloir mener une enquête le plus soft possible. L'objectif, c'est vraiment ne pas énerver Jacques Rosmarie. En ménageant les hommes et le matériel. Ils savent que les trucs louches sont du côté d'ID, des prestataires, etc., de la communication, ce genre de choses. Et donc, ils vont choisir d'aller principalement voir au début tout ce qui est financement de la recherche, les labos qui ont été véritablement financés, regarder toute la partie qui marche. En gros, tout ce qui pouvait donner à Rosmarie l'impression que c'était une enquête à décharge. Exactement. Et du coup, ils font ça entre autres parce que leur grande crainte, c'est que des documents disparaissent. C'est que si jamais ils posent la mauvaise question au mauvais moment, le truc un peu trop inquisiteur, le document ne va plus être là.
Et ils ont aussi peur que Jacques Crosmarie leur intente un procès, ferme la porte, fasse comme avec Ligas, et considère qu'ils n'ont pas le droit de fouiller dans ses comptes. En fait, dans la mesure où il y a pris des années. Ouais. Oui, un procès aurait sans doute pris du temps. Et puis il y avait un petit peu un flou, c'est-à-dire que ce compte n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que l'Arc ne tient pas vraiment un compte de ce qu'ils font des dons. Ils ont les comptes de l'association. Et en fait, c'est directement les comptes de l'association que consultent les inspecteurs de la Cour des comptes, et ils en sont très heureux. Mais ils ont un petit peu peur que l'Arc les accuse d'avoir une interprétation un petit peu expansive de leurs droits, vu que ça n'a jamais été fait avant, il n'y a pas de jurisprudence. Et puis, vraiment, ils mènent une enquête très limitée, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'enquêter sur l'année 1990. Donc, de temps en temps, ils se retrouvent avec... 1993, pardon. De temps en temps, ils se retrouvent avec un truc qui a échoué en 1993, lamentablement, un financement qui est de l'argent et n'a servi à rien, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça a commencé avant, ils ne peuvent pas chercher, vu que c'est pas la même année. Et en fait, c'est pour ça que depuis le début, en fait, on ne parle de détournement de fonds que sur une période extrêmement limitée. Ouais. Parce que ce qui a été établi, en fait, a été établi. Il y a sans doute eu beaucoup de choses avant. Mais donc, le procès va un petit peu après, etc. Mais globalement, à aucun moment, on ne va chercher ce qui s'est passé avant 88. Et en 88, c'est déjà énorme, hein, l'Arc. Donc, il s'est passé plein de choses avant 88, en vrai. Et puis, pareil, ils vont essayer de feinter, d'aller voir les banques qui gèrent les comptes des prestataires, par exemple. Et ça va assez mal se passer. À la base, ils imaginent pouvoir trouver des infos. Mais non, ils trouvent rien parce que ils se rendent compte qu'il y a des mouvements de fonds vers d'autres pays. Et ils se rendent compte aussi que quand ils vont voir une banque, la banque prévient son client et du coup, ils se retrouvent coincés, quoi. On est loin du FBI et de... Oui, exactement. Moi, avant de regarder ça, j'imaginais un truc un petit peu plus violent, façon le fisc. Avec, la Cour des comptes, c'est beaucoup plus doux. Ah non, c'est vraiment très, très soft. Mais ils vont quand même arriver à quelque chose. C'est doux mais efficace. Ils vont conclure que 40% des subventions sont accordées sans passer par une commission scientifique, ce qui est un problème. Alors on a vu, selon les moments, ça va de 25 à 50%. Eux, pour l'année 90, c'était apparemment 40%. Ils vont découvrir le système de surfacturation donc, qui passe par les prestataires de l'Arc comme Heidi. Ils vont établir qu'il y a un faux compte d'emploi, c'est-à-dire que pour arriver à on dépense 70% de notre argent dans la recherche. Qu'est-ce que fait l'Arc ? Bon, déjà, il compte tout ce qui est communication, donc la revue dans laquelle Jacques Crosmarie fait sa publicité avec des chercheurs connus, par exemple, qui s'appelle Fondamental. Bon, ça, il le compte en mode, c'est de la recherche parce que c'est de la prévention. Oui. Alors, c'est pas évident que ce soit de la prévention, c'est surtout des appels aux dons, oui. Et c'est encore moins évident que ce soit de la recherche. Revue qui faisait imprimer 3 fois trop cher en plus, avec des rétrocommissions de partout, avec des publicités surpayées que nous verrons plus tard. Et puis, de l'autre côté, il compte les dépenses prévisionnelles dans le compte de l'année. C'est-à-dire qu'en 1993, il t'explique, on a investi, je dis n'importe quoi niveau chiffre, on a investi cette année 100 000 euros dans la recherche, et l'année prochaine, on va en investir 600 000. Écoutez... 700 000 euros de dépenses cette année. Ça fait 700 000 euros de dépenses dans la recherche. On a touché cette année 600 000 euros. Bon, on est à plus de 100% d'investissement dans la recherche. Waouh. En fait, ça tombe bien qu'ils aient envoyé la Cour des comptes parce que ce sont des comptables. Là, celle-là, ils doivent encore l'avoir encadré, je pense, sur leur mur de LOL. Ils en parlent pas mal, oui. Et puis, l'autre truc qui va être hyper porteur, c'est les déclarations fiscales de Jacques Crosmarie. C'est-à-dire que autant ils vont avoir zéro succès avec les banques, autant ils vont aller voir le fisc, ils vont demander la déclaration d'impôt de Jacques Crosmarie. Ils vont l'avoir, et là, ils vont voir que Jacques Crosmarie touche de l'argent. Surprise. Touche un salaire déclaré, et ils vont regarder qui lui verse ce salaire déclaré, et là, ils vont se rendre compte que son salaire est payé par des prestataires. Il y a un cercle. Il y a un cercle. Et là,
c'est bon, ils ont le truc. Bon, on va arriver à l'injection de médicaments dans la verge. Je pense que c'était le moment le plus important de toute cette présentation. Oui, donc il payait ses impôts. Enfin, en partie. Il avait aussi énormément d'argent en liquide qui va être découvert un petit peu. Le fait que le fisc ait été après lui prouve qu'il payait pas tout. Exactement. Pendant le procès, on va découvrir d'autres choses, comme un compte en Suisse avec 2,2 millions de francs. La pauvre mère de Jacques Rosemary avait beaucoup d'argent en Suisse, outre l'argent liquide. Et puis, l'énorme bombe qui va arriver, c'est Maud Gruber. Maud Gruber, son père était bossé avec Heidi, et en gros, qu'est-ce qu'il faisait ? Il établissait des fausses factures pour Heidi. Heidi lui payait les fausses factures, et en échange, il blanchissait l'argent, c'est-à-dire qu'il allait avec des mallettes pleines de billets qu'il allait déposer à différentes personnes en France. Il est mort. Sa fille a décidé de témoigner assez volontairement. Et elle explique avoir elle-même fait revenir 100 millions de francs vers la France par un industriel belge. Et ça, c'est OK, donc on a établi que, en tout cas selon ce témoignage, il y avait 100 millions de francs qui étaient revenus vers la France. 100 millions de francs, c'est beaucoup plus que tout ce qu'a touché Jacques Rosemary. Et c'est pas les mêmes mécanismes que la manière dont il l'a récupéré. C'est pas les mêmes mécanismes que Michel Simon qui faisait refaire sa villa par des prestataires d'Heidi. C'est vraiment 100 millions de francs qui sont revenus en France. Pourquoi ? 3 points d'interrogation. Et puis, bon, donc, le procès va aussi faire mettre encore en évidence le fait que Jacques Rosemary régnait véritablement par la terreur, qu'il n'était pas vraiment aimé par qui que ce soit. On va avoir des déclarations de jalousie des inférieurs. De certains de ses proches, qui sont des déclarations entre guillemets à décharge et qui tournent autour de... C'est pas de l'amitié qu'on peut avoir pour lui, ni du respect, mais il a une capacité à faire des choses. En cela, il peut être impressionnant. Tiens, on dirait quelqu'un qui essaye de faire un discours sur Napoléon en... Un peu. Quelles ont été les conséquences de tout ça ? The aftermath. Donc, qu'est devenu l'Arc ? L'Arc va être reprise par Michel Lucas. Michel Lucas, c'est le cuisinier ? Non, il n'est pas cuisinier. C'était directeur de l'IGAS, ou en tout cas le mec de l'IGAS qui avait mené l'enquête. D'accord. Il avait aussi mené précédemment l'enquête sur le sang contaminé. Et donc, une caution de sérieux. En gros, il y avait 2 possibilités pour la reprise de l'Arc, qui étaient 2 arcs ennemis de Jacques Rosemary. C'était soit la Ligue contre le cancer. D'accord. Carrément donné à la Ligue contre le cancer. Fusionner les 2 associations. Soit Michel Lucas. Et globalement, le conseil d'administration de l'Arc va donner le poste à Michel Lucas, et la Ligue ne va pas essayer de récupérer. Certaines personnes vont l'inciter, mais ils vont pas vouloir. Ils vont se dire que ça va être mauvais pour leur image, ce genre de choses. L'Arc qui existe encore, qui est maintenant une fondation d'ailleurs. Mais il a gardé son statut associatif pendant assez longtemps. Ils l'ont pas changé tout de suite. Ils auraient pu carrément non, mais ils voulaient pas. Ils voulaient liquider la sauce, mais ils voulaient pas. Et le truc, c'était que c'était quand même important dans le financement de la recherche contre le cancer, en fait. L'Arc, donc liquider la sauce, ça aurait pu être assez dramatique, sachant que liquider la sauce, en gros, c'est ce que voulait Jacques Rosemary. Jacques Rosemary voulait le faire plusieurs fois pendant le procès. Voulait que la sauce tombe avec lui quand il s'est rendu compte que c'était... Il voulait cramer sur son dracard funéraire. Les dons vont baisser, mais il y avait tellement une proportion tellement importante des dons qui partaient en fumée que la somme d'argent qui va retourner à la recherche va augmenter. C'est-à-dire qu'on va passer de 100 000 à 150 000 ou un truc du genre, cet ordre, dans les années qui vont suivre. Et puis, Michel Lucas, du coup, va mener... une grande campagne. Ils vont s'inspirer du Crédit Lyonnais qui était un petit peu dans la même situation, affaire, scandale financier, ce genre de choses, comment redorer son blason, et ils vont faire une com qui va être franche. Donc le slogan, c'est tout a changé à l'Arc sauf le cancer. Ça va être un exemple de communication réussie. Ça rappelle un peu le Crédit Lyonnais après certaines affaires. Ouais, que je disais.
Une autre conséquence, ça va être le renforcement des mécanismes de contrôle. La Cour des comptes qui va obtenir la compétence pour gérer ce genre de choses. Voilà, et qui va le faire régulièrement avec d'autres associations qui vont auditer. Il va y avoir un cadre comptable des assos qui va être un peu plus précis, qui va être redéfini par la suite. Et puis, l'IGAS va avoir ses compétences élargies et va lui aussi avoir les mêmes compétences que la Cour des comptes. Et ils vont aussi éditer le monde associatif quand il y a de l'appel aux dons. Par contre, ils vont clairement pas récupérer la thune. Michel Simon et Jacques Rosmarie, je cite que Michel Simon et Jacques Rosmarie, mais il y a vraiment plein d'autres personnes, vont être condamnés respectivement à 200 000 et 300 millions d'euros de francs. Oui, pardon. De dommages et intérêts au profit de l'association. Et comme tu dis, récupéreront des clopinettes. 3,7%, 4%, bon, ça fait quelques millions quand même. Hein, mais, la jolie villa de Bandol sera vendue, mais ça rapportera pas tant que ça. Et le bateau. Du coup, où est passé l'argent ? Alors, on le sait pas. Pourquoi on le sait pas ? À cause de, déjà, la question de l'amnistie. Attends, David, oui. Hippofys nous demande, ils ont tablé sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité à long terme, le nom reste dans les mémoires, l'histoire oublie, et au final, c'est plus intéressant que de faire une nouvelle association. Je pense qu'il y a de ça, mais je pense aussi qu'il y a vraiment... bon, déjà, comme... semble le dire Jacques Rosmarie, enfin je sais pas si c'est vrai, mais apparemment il reste de l'argent sur les comptes de l'ARC. Il reste 500 à ce moment-là de francs sur les comptes. 350. Je suis pas sûr que ce soit pas un mensonge, mais a priori il reste une certaine somme d'argent, donc il faudrait la gérer. Et ça aurait sans doute été plus long de supprimer complètement la sauce, créer une nouvelle assoce, créer de la notoriété pour la nouvelle assoce. Je pense que cette solution de faire disparaître l'ARC, c'était le fusionner avec la Ligue, quoi. C'était que la Ligue contre le cancer récupère les listings de l'ARC et que ce soit eux qui gèrent la totalité du truc. Et globalement, ce qu'on devine, c'est que la Ligue ne l'a pas fait parce qu'ils ont eu peur que ce soit de la mauvaise publicité pour eux, ce qui n'était pas nécessairement absurde. Ils pouvaient se dire, si jamais on récupère l'ARC, on va être vu comme des corrompus et nos donateurs vont plus nous donner d'argent. Enfin, il y avait beaucoup de scientifiques au conseil d'administration de l'ARC qui espéraient sauver le truc, qui voulaient continuer leurs recherches. Mais donc... Où est passé l'argent ? Où est passé l'argent ? Donc, il y a cette amnistie du financement des partis politiques avant 88 qui fait que personne n'enquête sur ce qui se passe à l'ARC avant 88. Enfin, les deux juges qui se sont succédés déclarent plus ou moins que c'est pas de leur compétence, qu'on les a pas mandatés pour ça. En ce côté-là, l'autre gros souci, c'est Pascal Sarda, donc mort en 95 dans un accident de voiture, que globalement, tout le monde charge en partie dans tout ce qui concerne le fait de renvoyer de l'argent vers la France, c'est-à-dire l'industriel belge qui va se faire pincer par le témoignage de Maud va... lui déclarer « Oh, mais oui, j'ai bien récupéré quelques mallettes une fois ou deux, mais généralement, c'était Pascal Sarda qui s'en occupait. Et bien sûr, j'ai tout donné à Pascal Sarda immédiatement. » Et puis, de l'autre côté, le discours de la presse de l'époque va être que, globalement, c'est une jolie bleuette, tout ça, que le procès n'a pas été jusqu'au bout, que personne n'a voulu aller jusqu'au bout du procès, et en tout cas, aller du côté du financement des partis politiques. Et voilà. Au vu du profil de Jacques Rosmarie, qui a plusieurs fois essayé de se lancer en politique, de la manière dont il est arrivé là-dedans, c'est très vraisemblable qu'il y avait du financement de la vie politique, au moins avant 88. Quelques trucs qu'on peut établir, c'est que donc le journal de Rosmarie, de l'ARC dont on parlait, qui était imprimé beaucoup trop cher, on a trouvé dedans des achats à des prestataires connus pour être des intermédiaires auprès du RPR, des intermédiaires connus pour être auprès du PS, qui était la méthode habituelle pour exister à l'époque, d'arroser à gauche et à droite pour pas se faire enquiquiner. Le juge a dit que c'était pas comme tu as dit, c'était pas son mandat, et qu'en plus, quoi qu'il arrive, à cause de la loi d'amnistie de 1988, les faits auraient été amnistiés, donc il aurait rien pu en faire après.
Ce qui est assez rigolo, c'est que Adrien disait tout à l'heure que Jacques Rosmarie n'est pas étranger. À l'enquête de la Cour des comptes. Et en effet, il y a une espèce de lettre témoignage laissée par André Chandernagor, premier président honoraire de la Cour des comptes, donc qui était président honoraire au début, enfin avant cette affaire. Et elle est assez savoureuse, donc je vais vous la lire. Il se trouve que M. Crosmarie, alors président de l'ARC, est à l'origine indirecte du projet de loi autorisant la Cour à contrôler désormais les associations faisant appel à la charité publique. Pourquoi est-il venu me voir un jour de 1989, peut-être 1990, peu de temps avant mon départ à la retraite? Je ne me l'explique pas encore, mais j'en ai tiré des conclusions immédiates. Il m'avait fait joindre par quelqu'un que j'avais connu dans le militantisme politique en région parisienne et qui m'a dit que M. Crosmarie, avec lequel il travaillait et dont je connaissais le nom par les affiches de l'ARC, désirait me rencontrer. Bon, pourquoi pas. Je leur fixe donc rendez-vous, je les fais asseoir et je les écoute. Il a été question de la pluie, du beau temps, de ceci, de cela, des mérites de la vie associative, de la beauté de l'action humanitaire, etc. Au bout de 15 ou 20 minutes de cette conversation, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent donc ? Me vient l'idée que ce qui les intéresse, c'est d'avoir la certitude que la Cour n'a pas le pouvoir de contrôler leur association. Brûlant mes vaisseaux, je conclus ainsi notre conversation. Au fond, vous voulez savoir si vous relevez ou non de la juridiction de la Cour, c'est ça ? Eh bien, je vous tranquillise absolument, la loi ne nous permet pas de vous contrôler. Encore quelques propos de politesse, et je les raccompagne. À peine était-il sorti que je demande au premier secrétaire général de la Cour. Demandez tout de suite un rendez-vous pour moi au Premier ministre. Ça ne peut plus durer ainsi, il est de toute urgence que la Cour puisse contrôler les associations, parce que risque d'éclater un jour un scandale dont la conséquence, fort grave, serait le tarissement des dons. Reçu par le Premier ministre, je lui fais part de mon souci. J'ai trouvé en Michel Rocard une oreille complaisante et il convient de faire un projet de loi. Mais nous sommes en 5e République, en régime plus ou moins présidentiel et l'Élysée a son mot à dire. À partir de là, les choses se compliquent. Il y a les pour, mais aussi les contre, et notamment les associations amies auxquelles il faut laisser le temps de mettre leur compte en ordre. Les choses ont donc traîné et en définitive, c'est grâce à une initiative parlementaire que la loi est intervenue en août 1991, bien après mon départ. Dans mon testament, j'avais confié ce dossier à mon successeur, le premier président Arpaillange, en ajoutant « Lorsque la Cour des comptes aura compétence pour contrôler les associations faisant appel à la générosité publique, n'oubliez pas l'ARC, je vous en prie. » Je dois aussi rappeler que j'avais reçu aussi entre-temps la visite de monsieur François Bloch l'aîné, alerté probablement par l'Élysée. Il m'a expliqué son initiative intéressante de proposer à ces associations d'adhérer à un code de bonne conduite, la fameuse charte. À l'en croire, cette initiative suffirait à résoudre le problème. Comme je n'en croyais rien, je lui ai fait valoir que la menace d'un contrôle de la Cour ne manquerait pas d'inciter les associations à adhérer à son code de bonne conduite, et ainsi que nos deux démarches étaient complémentaires. Je la trouve assez savoureuse. Oui, c'est fascinant de voir l'envers du décor. Aussi, à quel point ça pouvait être frustrant de ne pas avoir le pouvoir de contrôler des abus pareils quand tu les voyais aussi évidents. Andy Fourbe, le tarissement des dons, c'est l'épouvantail absolu. Je suis d'accord, sauf que là, dans le cas de Chandernagor, c'était pour une bonne raison. Si on ne contrôle pas, les dons vont se tarir un jour à cause des scandales qu'on aura laissé passer. Ouais, c'est l'idée. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a tenu notre cahier des charges. Vous avez expliqué j'espère que c'était intéressant pour vous. C'était un plaisir de vous avoir. Vous avez été très réaliste. Très réaliste. Andy Fourbe qui nous dit « Ça me semble très cynique comme vision ». Je suis en désaccord. Dans ce genre de contexte, quand tu manipules de l'argent public, il faudrait volontairement se rendre irréprochable dans ce genre de circonstances. Ouvrir ses comptes à des observateurs externes, avoir un truc de traçabilité. À ce niveau de somme, il n'y a plus de confiance qui peut jouer. Il y a un degré de confiance. On suppose que les gens sont de bonne foi, mais néanmoins, avoir des outils de transparence permet d'augmenter cette confiance, en fait, et de justifier. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à rediffuser cette vidéo, d'autant plus qu'elle était montée depuis 6 mois, je l'avais juste complètement oublié. Par contre, elle était dispo dans l'excellent podcast H-Critique Perspective Croisée. N'hésitez pas à vous abonner dans votre agrégateur de podcasts préféré, grâce à Rémi qui l'avait monté.
Voilà, voilou. N'hésitez pas non plus à venir nous faire un petit coucou sur Twitch, parce que je sais que ça fait très longtemps que j'ai rien rediffusé sur cette chaîne, mais on continue à faire des lives, des revues de presse, un mercredi sur deux. En plus, il commence à y avoir un petit peu de monde, c'est assez sympathique. Donc c'est sur la chaîne Twitch Xilcast. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous aimez ce que l'on fait. Et puis je fais ça en alternance avec des revues de presse scientifiques que pour le coup je fais tout seul. Pareil, si vous avez aimé, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de rediffuser la vidéo. Je pense qu'elle est assez cool. J'en suis en tout cas assez fier. Ça nous a demandé beaucoup de boulot, de recherche. Donc n'hésitez pas à partager, parler de nous autour de vous. C'est ça qui nous motive à continuer. Et sur ce, ciao à tous et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.